Je vais vous dire, en général, lorsque j'interviens, j'aime l'interaction. OK? Qui veut donc dire que vous allez pouvoir ne plus avoir le visage triste, un visage souriant, et savoir que nous allons, au fur et à mesure, engranger, on va dire, des connaissances, mais aussi, préparez-vous à être tonique. Préparez-vous tout à l'heure à pouvoir aussi bouger si nécessaire. Donc vous allez pouvoir avoir ce temps, pas dans le fait de dormir, parce que nous allons parler de quelque chose qui va devoir nous éveiller, ok? Je voudrais donc saluer ceux qui sont sur Zoom, sur le net aussi, pour ceux qui vont pouvoir ensuite voir. Donc les saluer tout un chacun, vous dire, vous allez pouvoir revoir tous ces différents temps de présentation. Ce soir, un sujet sérieux. Un sujet qui relève, comme le disait Dr Sablier, la meilleure prescription médicale. Vous savez, nous, en tant qu'infirmiers, nous faisons des pseudo-prescriptions qui sont bien conditionnées et qui permettent donc aux personnes dont nous avons en charge de pouvoir recevoir ainsi certains produits ou éléments qui nous sont autorisés. Mais ce soir, je parlais d'une prescription bien particulière, qui à la fois est médicale et dont beaucoup de médecins peuvent prescrire, mais beaucoup de personnes ici, vous aurez à recevoir cette prescription médicale, parce qu'elle va changer énormément de choses dans votre vie, et cela sur plusieurs aspects. Donc cette meilleure prescription médicale, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure qu'elle va devoir générer chez vous une certaine réflexion, parce que je vous ai donné des pistes hier, hein, n'est-ce pas, hein, quand je vous ai dit d'être présent. C'est déjà un élément important, parce qu'il fallait se déplacer pour venir, ok? C'est déjà un élément important dans cette meilleure prescription médicale, de pouvoir se déplacer. Et là, nous allons pouvoir donc entrer au fur et à mesure. En attendant que la technique puisse m'envoyer donc les éléments, je vais vous dire que vous allez devoir, à la suite de tout cela, pour ceux qui ne le savaient pas, appliquer. Il faut appliquer ces éléments. Il faut les mettre en pratique. Ce qui veut donc dire qu'au cours de toute cette semaine on va dire, d'une santé particulière, d'un enrichissement intellectuel, vous allez devoir passer aussi à la pratique pour sortir d'une situation physique, pour sortir d'une situation mentale, pour sortir d'une situation, on va dire, sociale, pour comprendre, pour aller vers l'autre, sortir d'une solitude. Tous ces états devront être, on va dire, franchis pour que vous puissiez changer de manière d'être. Et tout à l'heure, nous allons parler donc d'un état hyper important. Donc, qu'est-ce que c'est que cette meilleure prescription médicale, selon vous? Formelle ou informelle? Ça fait référence à quoi? La situation que nous vivons aujourd'hui, une situation où que l'environnement est vraiment défectueux. Et nous le voyons. Nous voyons certaines fois qu'une nature pouvait donner, nous sommes dans une période que actuellement c'est le fleurissement des avocatiers, ok? Des manguiers donnent. Et on se rend compte des fois les manguiers vont donner plusieurs fois dans l'année, chose qui ne se faisait pas systématiquement. Et un élément important et qui est un peu triste pour nos vacanciers, qui attendaient la période de juillet pour manger beaucoup de mangue. Mais mango hakafine. Un changement de situation. Nous avons aussi des intempéries. Cette année, il est placé sous une situation très difficile, ce que nous allons vivre en termes d'éléments cycloniques. Mais nous nous rendons compte aussi que le feu, les tornades, tous ces phénomènes, qui étaient des phénomènes un peu rarifiés, deviennent des éléments de plus en plus choses fréquentes. Mais il y a encore notre situation, on va dire, notre fléau climatique, ce sont les riches aussi, qui ont tendance d'envahir et de pouvoir de plus en plus détériorer le système social. Mais il y a des problèmes. Quand nous nous rendons compte que la santé est aussi dans un contexte de fluctuation climatique, donc de contexte. Par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a la notion de résilience aussi de notre système de santé, où effectivement les événements climatiques viennent s'insérer,
qu'il va falloir en tenir compte. L'amélioration de la qualité de l'air, nous le vivons au quotidien. Au quotidien, on entend que l'indice, comment? K? Oui, qui va donner, dire aujourd'hui l'air sera meilleur ou l'air sera très mauvais. Et on va avoir beaucoup de présence de sable. Donc attention aux asthmatiques, aux personnes atteintes ainsi de problèmes respiratoires. La santé aussi au travail est un phénomène qui de plus en plus prend qui révèle ses difficultés parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont atteintes de burn-out, de grande dépression. Et j'en passe. Et tout cela conduit aussi à une notion d'amélioration de la santé mentale. Alors, les complications et les enjeux ou les solutions à court et moyen terme sur la santé. Et c'est ce que nous allons voir. Ce soir, ce sera sur la santé physique. Au cours des autres soirs, comme le disait Dr Sablier, il y aura un spécialiste sur la santé mentale qui va nous présenter aussi des situations. Et le Dr Sablier qui va ainsi aussi parler de problèmes de santé communautaire. Alors, les dangers éminents sous l'impact d'une mauvaise gestion de notre santé physique. Nous nous rendons compte que nous, humains, nous sommes devenus un réceptacle. Nous recevons toutes sortes de choses. Et certaines fois, si nous ne réfléchissons pas, si nous ne nous mettons pas dans un contexte, je dirais, où il faut réagir, nous nous mettons nous-mêmes en danger. Mais ce réceptacle va devoir nous poser certaines réalités. Alors, si on prend un hot dog chaque jour, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez pas de hot dog. Je n'ai pas voulu mettre autre chose pour ne pas vous choquer. On peut le remplacer par autre chose. Alors, si on prend un hot dog chaque jour, on perd 35 minutes de vie. C'est une recherche scientifique qui a posé cette problématique liée aux éléments qui sont contenus. Comme je vous ai dit, je n'ai pas voulu mettre autre chose pour ne pas choquer. Maintenant, si on prend une poignée d'amandes sans sel, je précise bien, d'amandes sans sel, qu'est-ce qui se passe? On gagne 26 minutes de vie. Pardon? Le dog ensuite des amandes. Donc on voit qu'il y a une différence de notion bio. OK? Entre mortem, post-mortem et bio. OK? Alors on se rend compte qu'il y a donc à réfléchir sur ce que nous faisons. Alors la question, ce sont des alertes à prendre vraiment au sérieux. Des alertes. Mais justement de la notion d'alerte. Nous allons nous rendre compte qu'il y a des fois des choses qui se passent dans notre corps, par exemple sous forme de démangeaisons, qui révèlent des problèmes de santé, notamment par exemple dans la notion de santé métabolique, des maladies métaboliques. Une démangeaison, par exemple, une glycémie sauvage peut se cacher, par exemple, quand c'est mal contrôlé, et peut provoquer des symptômes de ce genre, déshydratation et assèchement de la peau, des facteurs d'irritation, des algies neuropathiques, c'est-à-dire au niveau un peu des membres, et qui peuvent être des éléments extrêmement aggravants. Et là, on est dans un contexte de diabète ou de neuropathie diabétique. Dans le contexte aussi, lié toujours aux éléments de démangeaison qu'on peut avoir, la cirrhose biliaire. Qu'est-ce que c'est? La cirrhose biliaire, c'est une affection des canaux biliaires du foie, une accumulation qui va se faire, qui va entraîner donc des lésions hépatiques. Et ces lésions hépatiques peuvent être de manière progressive. Qu'est-ce que ça provoque? Des démangeaisons causées par la cirrhose, justement, biliaire, et qui peuvent être souvent intenses la nuit, et voire même très insupportables, vraiment dérangeantes. Et cela est accompagné par de grandes fatigues extrêmes, des urines foncées, sécheresse de la bouche, des yeux, des inconforts digestifs, enfin, troubles du sommeil, etc., etc. Et tout cela fait siège de danger d'une insuffisance hépatique. Et pourtant, on parle simplement d'une petite démangeaison. Dans le contexte du sommeil aussi, les réactions sur le corps, l'AVC. Qu'est-ce que cela vient faire là avec le problème du sommeil?
c'est une étude qui a été réalisée sur 2282 hommes qui montre que dormir 6 heures par nuit va faire quoi? Les gens qui dorment 6 heures ou moins de 6 heures par nuit ont 5 fois plus de chances d'arriver à faire quoi? Un AVC. Eh oui. Par rapport à ceux qui dorment 7 heures en plus. On continue. Vous connaissez la Dame de Fer. On a eu une en Guadeloupe. Mais on parle de celle qui était en Angleterre, la Dame de Fer. Elle se vantait de dormir 5 heures par nuit. 5 heures par jour, pardon. Et les 5 dernières années de sa vie ont été un enfer. Pour quelle raison? Parce qu'elle a déclaré une pathologie liée à l'Alzheimer. Mais ce n'est pas tout. Le livre des Guinness a interdit à toute personne de vouloir mettre en place un record lié à la privation de sommeil. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas un record qui était vraiment chose intéressante à réaliser. La privation de sommeil est un facteur qui lie à des différents types de maladies du corps. Maladies. Une étude encore européenne a été réalisée sur 23 000 personnes et a montré que dormir moins de 6 heures par jour augmente quoi? 43% les chances de contracter un cancer de tout type. Moins de 6 heures. Maintenant, il y a des cas particuliers, des personnes, il faut le noter, hein, mais sachez que tout le monde n'est pas dans le cas. Il y a des gens qui dorment moins de 6 heures par jour et depuis des années et qui n'ont pas de répercussions particulières sur leur état de santé. Mais ces personnes-là sont extrêmement très peu nombreuses. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire oui, mais moi c'est mon cas. Non. C'est une étude et nous devons prendre conscience du danger. De nombreux aussi cas de bipolarité liés à la privation de sommeil, de jeunes personnes qui rentrent dans des démences, dans la schizophrénie, ont été observés par justement une privation de sommeil. Et des personnes tout à fait normales. En Guadeloupe, l'étude a été faite, elle est récente, 1% de la population aujourd'hui connaît des troubles au niveau d'altération mentale. Et merci mon cher Moïse. Ce qui veut donc dire 1% de la population revient à combien? À peu près 40 000 personnes. Cela veut donc dire, je vais être taquin avec vous. Voilà, ça veut dire que quelque part, certains d'entre nous... Pardon? Je ne l'ai pas dit, hein? Tu disais? Non, j'ai pas dit ça, mais tu disais, vas-y. Certains sont atteints. Je ne l'ai pas dit. Mais merci beaucoup à mon ancien professeur. Alors, les causes des maladies sont vraiment multiples. Et ça, nous devons prendre en considération. Sur cette présentation, nous allons compte qu'il y a le contexte biologique qu'il faut tenir compte, considération, sur la santé physique, qui est en lien, et vous allez voir au niveau donc, de ces auréoles, le contexte social, le contexte psychologique, le contexte de la santé mentale. Tout est imbriqué pour montrer que la santé est un tout. Maintenant, la question, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a une solution face à toute cette situation que je viens vous présenter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être réalisé? Alors, quelle est cette meilleure prescription médicale? Quelle est-elle? Est-elle formelle ou informelle? Alors, la connaissance scientifique aujourd'hui nous dit quoi? Que notre espérance de vie est déterminée à 93% par notre style de vie. Cela veut dire la manière dont vous allez gérer votre état de santé, c'est ce qui déterminera votre devenir. Mais ce n'est pas tout. Par contre, il donne toujours dans ses études qu'il n'y a que 7% seulement génétique. Cela donne à réfléchir que nous devons vraiment avoir une manière de repenser notre manière de vivre, notre manière de développer des relations, notre manière
de bouger, notre manière d'être, notre manière de développer entre nous, je dirais, les intérêts qui peuvent être des intérêts communs. La sédentarité, c'est un vecteur de multiples troubles, d'inconfort, des arthroses. De plus en plus, des personnes parlent de problèmes liés à des gonalgies, hein, des problèmes liés au niveau des hanches, des rhumatismes, des inflammations. Et cela handicape l'individu dans sa vie. En respectant donc ce principe de style de vie, donc on se rend compte que 93% est facteur de style de vie, veut donc dire qu'une personne normale peut augmenter son espérance de vie de 12 à 14 années. Et hier, vous avez eu l'exemple sur la notion, notamment au niveau de l'insulinémie, de la graisse corporelle, des choix que nous pouvons faire pour pouvoir endiguer, reculer et augmenter notre espérance de vie dans des conditions, je dirais, normales. Et non pas atteintes d'handicap ou qu'on sera contraint de voir souvent le docteur s'habiller pour donner souvent des médicaments. Mais le connaissant, il va vous tirer les oreilles. Vous interpeller sur la manière qu'on peut faire pour diminuer ces médicaments. Et pour cela, nous allons le voir ce soir. Et tout cela uniquement sous la base de style de vie. Alors, la morale du sage nous dit quoi? La manière que vous vivez va déterminer la manière que vous vieillirez. La manière que vous vivez va déterminer la manière que vous vieillirez. Alors, les grandes découvertes scientifiques aujourd'hui nous disent quoi? Vous savez, on sait que les bienfaits de l'exercice physique sont des choses extrêmement importantes. Les dernières découvertes nous disent les choses suivantes. Il y a notamment un élément important pour le cerveau qui va permettre de redynamiser. Et vous savez, le cerveau va envoyer des influx qui vont permettre de régénérer, de réparer. Et c'est ce que nous allons voir à travers 3 éléments importants de ces découvertes. La notion de BDNF, c'est-à-dire le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est son rôle, il est responsable de la croissance et de la survie des neurones, qui va permettre, par l'exercice physique, de régénérer, de pouvoir donner une croissance au niveau des cellules et permettre ainsi aux neurones de survivre plus longtemps. Mais aussi, il y a la notion de l'effet d'apoptose. L'apoptose, c'est la destruction des cellules. Mais dans le contexte, au niveau BDNF, cela va permettre une meilleure survie des cellules et une disparition, parce qu'elles vont devoir vieillir et mourir, mais non arriver à une dégénérescence. Alors l'exercice physique va permettre justement de pouvoir donner une bonne croissance et une meilleure longévité dans un état de santé optimal, et aussi permettre la fin de cette cellule par une régénérescence d'une nouvelle cellule en bonne santé. Mais ce n'est pas tout. Deuxième élément, c'est le VEGF. C'est quoi? C'est le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire. C'est une protéine qui va se retrouver où? Donc, qui va avoir ce rôle dans l'angiogénèse. L'angiogénèse, c'est la formation de nouvelles cellules, et notamment au niveau des vaisseaux, qui va permettre ainsi de donner une meilleure vascularisation, une meilleure étanchéité, une meilleure, on va dire, mouvement pour éviter des fractures. Et là, on peut éviter ainsi des AVC. Donc, cette notion de VEGF, donc cette facteur de croissance à l'intérieur, donc va activer ainsi le processus et permettre la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Troisième élément, toujours lié à l'exercice physique. Ce sera donc le FGF, c'est ce qu'on appelle le facteur fibroblastique de croissance. Ce facteur fibroblastique de croissance, son rôle va permettre la réparation des lésions dues à quoi? Dues à un traumatisme. Le traumatisme peut être externe, le traumatisme peut être interne aussi, que ce soit sur le plan mental. Et l'exercice physique va permettre notamment de réparer, de régénérer ce traumatisme. Et ainsi, l'individu va pouvoir retrouver une vie normale, une meilleure santé. Et tout cela lié
parce qu'il va avoir une action anti-inflammatoire d'hépaриnisation, c'est-à-dire une fluidité sanguine qui va normaliser et équilibrer et permettre ainsi que votre sang soit fluide. Pourquoi? En résumé, les bienfaits de l'activité physique. Et ces trois facteurs sont hyper importants et permettent ainsi au cerveau, qui va donner ainsi au corps des missions, donner aux organes des missions, et par le système sanguin qui va permettre d'irriguer et d'augmenter un état de santé optimal, mesdames et messieurs. Mais pour cela, il faut faire quoi? Je ne vous entends pas, il faut faire quoi? Il faut faire de l'exercice physique. Et je ne parle pas simplement d'activité. Vous savez, souvent, quand on parle d'activité, ça devient un phénomène isolé. Comme des fois, dans le contexte un peu religieux, on fait une activité. Après, quand on a fini l'activité, on s'arrête. Mais moi, je vous parlerai ce soir que cette activité doit être de l'exercice de manière qui soit répétée. Répétée. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise qu'il faut 150 minutes par semaine. Yes. 150 minutes par semaine pour que l'état de santé soit optimisé. Alors l'exercice physique améliore la sensation de bien-être, va permettre d'augmenter l'énergie, l'efficacité, l'endurance, va permettre aussi de lutter contre la dépression, va améliorer le contrôle de l'appétit. Certaines fois, des gens qui n'arrivent pas, mais avec le fait de faire l'exercice physique, vont pouvoir améliorer cela et ne pas se jeter sur quelque chose pour dire « j'ai tellement dépensé qu'il faut que je puisse faire rentrer de l'énergie ». Non. OK? Va pouvoir maintenir un poids idéal, fortifier les défenses naturelles, réguler votre glycémie, renforcer la résistance osseuse, un problème aujourd'hui de plus en plus chose importante chez la femme notamment, qui arrive dans la situation de pré-ménopause et de ménopause, et qui n'est pas que le problème d'origine féminine. L'exercice physique aussi, c'est de l'énergie qui est donnée. On l'a vu tout à l'heure, avec ces trois facteurs. Diminuer la tension artérielle élevée. J'ai des patients qui se sont mis à l'activité physique, qui ont pu rééquilibrer leur tension artérielle et rééquilibrer leur glycémie. Et ce n'est pas que le fait de manger. Il faut bouger. OK? Cela fortifie aussi les os. Cela permet aussi d'augmenter aussi le bon cholestérol et aide à prévenir contre la maladie même du diabète, des NID et DID, diabète de type 1, de type 2, et permet aussi de diminuer les risques de certains cancers. L'exercice aussi va permettre d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Parce que lorsqu'on va bouger, on va générer des hormones, des hormones agréables. Et ces hormones vont permettre d'avoir, et pas systématiquement d'avoir recours à un appareil, parce que ça permet aussi d'éviter d'avoir cet appareil. Vous voyez de quoi je parle? Cela fortifie aussi les défenses naturelles, immunitaires. Donc, mais cependant, il y a des dangers qui sont liés à l'exercice physique. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vois Cindy qui me regarde. Eh bien oui, il y a des dangers. C'est pour cette raison qu'il faut des professionnels. Il faut des personnes qui soient aguerries. Ces dangers sont, par exemple, un manque de flexibilité et d'échauffement. Quand l'individu ne va pas respecter, on va dire, un certain cycle, il va provoquer des fractures au niveau des tendons, des tendinites. Encore si l'individu ne boit pas suffisamment d'eau, si l'individu se retrouve à être en surentraînement par rapport à l'état musculaire, là aussi il peut se faire de sérieux soucis. Ou encore, ne pas tenir compte des prescriptions que va donner le docteur, qui des fois va préconiser certaines choses que l'individu va devoir les réaliser pour améliorer son état de santé. On sait une chose aujourd'hui aussi, que les personnes qui ne font pas régulièrement de l'exercice ont un risque de maladie comparable à celui qui fait quoi? Un fumeur, ou à des personnes ayant un taux de cholestérol élevé. Vous vous imaginez, vous ne fumez pas. Vous dites que vous avez un état de santé ou que vous n'avez pas de problème de glycémie, mais vous êtes des candidats
parce que vous êtes sédentaire à déclarer plusieurs types de maladies. Et ce problème de sédentarité, c'est diminuant la qualité de vie. Va diminuer aussi cette qualité de vie et conduire à des maladies de la dégénérescence. On vient d'en parler. Cardiovasculaire, le diabète, les problèmes liés aux asthmes, d'accord, aux éléments aussi des démangeaisons et autres, et une altération de votre vigueur. Et vous allez ainsi vous retrouver à être au ralenti, et qui parle de ralenti va parler d'encrassement. Aïe, en l'âge. Et pourtant, 40 ans. Des douleurs. Et on va voir le médecin. Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, on va entendre parler de l'orthopédiste qui va donner des petites piqûres. On appelle ça des uns. Ah, vous connaissez ça bien. Ok. Et ces infiltrations, on va dire, ne fais pas ça. Ça n'est pas bon. Mais si ça n'est pas bon, bougez. Faites de l'exercice. Oui. Je vois qu'on est en pleine connexion, hein, pas vrai? Alors, que faire? Différents types d'exercices sont préconisés. Oui, de choses multiples. On peut aller en salle comme on veut, on peut pratiquer tout type d'exercice. Mais là, ce soir, il va y avoir un exemple qui sera donné par Cindy et on sera dans un cas pratique. Et ce cas pratique va nous permettre notamment d'avoir idée qu'on peut faire de l'exercice physique sous différentes formes. Je la laisse vous montrer cela. Bonsoir tout le monde. Alors, première question. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait de l'exercice physique aujourd'hui? Ok, super. Plus de la moitié, je pense. Ok, c'est bien. Bon, alors, rapidement aussi, on est chez soi. On n'a pas de matériel, forcément. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait utiliser pour faire de l'exercice? La chaise, des bouteilles, manche à balai. Parfait. Bon, on met en pratique alors. Alors, je vais juste emprunter ta bouteille. Merci beaucoup. Ok. Ah oui, si vous voulez. Vous verrez mieux en haut, c'est ça? Alors, on va essayer d'aller vite. Mais bien. Je mets ça juste là. Alors, imaginons qu'on a un petit banc à la maison et on a besoin de faire, une activité, un exercice dessus. On s'assure que le petit banc est sur un plan non glissant. Là, c'est pas trop le cas, donc je vais demander à Michael de sécuriser pour moi. Et on va se mettre à faire de l'exercice. Par exemple, on fait des montées de genoux. C'est simple et pourtant ça travaille plein de muscles. Ok? Ça travaille les fessiers, les quadriceps. Et on fait ça à droite, à gauche. Alors, on va travailler en série. On va faire par exemple 3 séries de 15 répétitions. Je donne un exemple. On va attendre 30 secondes, 1 minute entre chaque série. Et on va reprendre, on va répéter. Et on alterne toujours jambe droite, jambe gauche. Pour que ça soit équivalent. C'est bon jusqu'à maintenant? C'est facile, hein? Ensuite, on va prendre la chaise. On va faire des dips. Alors, je vais demander, tu vas tenir par ici. Et moi, je vais faire. Donc là, on est par ici. On est soit les jambes pliées, soit les jambes tendues. Et on descend et on remonte. Ok? On va se mettre de profil dans l'action. Alors, on se met comme ça.
on a les bras tendus, on descend, on remonte, on descend, on remonte. Et là, ça travaille quoi d'après vous? Ça travaille les abdos, les bras. D'accord? Ensuite, quel exercice? Toujours avec la chaise. On est par ici, on se met en squat. On met, super, merci. On va mettre les jambes écartées de la largeur de la chaise. On va tenir la chaise et on va descendre en squat. Ok? On va se mettre de profil. Michael, on se met de profil pour que je montre. Non, moi. Ok? Et là, on descend. Ok? Et là, on utilise les quadriceps. Ok? Ensuite, je vais vous montrer un autre exercice. On a le manche à balai à la maison. On a le manche à balai. Attention, pardon. Ouais, c'est pas très pratique. Excuse-moi. Merci. On tient comme ça. On imagine qu'on est à la salle de sport. On monte, on descend. D'accord? Et là, ça fait déjà de l'exercice. Par exemple, on est par ici. On a besoin d'étirer les intercostaux. Donc, on va à droite et à gauche. Et donc, on étire par ici. On a besoin, par exemple, de travailler les dorsaux et les abdos, tout en travaillant les bras. On va faire des rotations sur le côté. Attention, pardon. Et on va se mettre de l'autre côté. Ok? Jusqu'à maintenant, vous suivez? Ce sont des choses qu'on peut répéter à la maison. Toujours pareil. On a le manche à balai. On a besoin de travailler les adducteurs et les abducteurs. Les muscles internes et externes de la cuisse. Donc par exemple, on va faire comme ça. Et par exemple, on va faire comme ça. Et ça travaille quadri, fessier, adducteur, abducteur. Ok? Qu'est-ce qu'on a encore? On peut faire un jeu d'équilibre. On essaye d'à peine toucher le bâton. Et par exemple, on se met comme ça. Où on travaille. Je vais me mettre de profil. On travaille les quadris. Et là, on travaille les ischios. Et pareil, on fait jambe droite, jambe gauche. Et pourtant, on n'a pas beaucoup de matériel. Et pourtant, ça travaille. Merci beaucoup, Michael. Donc, un petit exercice encore avec la chaise. On veut travailler les mollets. On va juste faire. On va monter. D'accord? On va sécuriser là. On monte, on descend, on monte, on descend. Et là, on travaille les mollets. Ça renforce le mollet. Le muscle qui est juste par ici. Alors, on peut se mettre au sol. On peut utiliser le mur. Qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? Je pense qu'on a fait pas mal d'exercices déjà. Ah oui, avec les bouteilles. On va faire des exercices avec des bouteilles. Avant que je ne boive l'eau. Donc on s'assure que les deux bouteilles font le même poids. Donc en général du 50 centilitres, 1,5 litre. Et par exemple, on fait les biceps. C'est simple, mais c'est efficace. D'accord? On peut faire dans l'autre sens. On peut faire en latéral. Ok? Ensuite, on peut faire comme si on était à la salle. Ça travaille autant les épaules que les biceps. Là, en avant, on a le biceps. En arrière, on a le triceps. Derrière, on se met comme ça et on remonte. On descend, on remonte. On descend, on remonte. Ce sont des exercices simples, mais hyper efficaces. Et à la portée de tous. Merci. Je regarde si j'ai rien oublié. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'avec pas grand-chose, on peut faire beaucoup de choses. On a vu qu'on avait un petit banc, une chaise, un manche à balai,
2 bouteilles d'eau ou 2 conserves, hein, que sais-je. Ça permet d'être efficace. Surtout, ce que je voudrais qu'on comprenne bien, c'est qu'il ne faut pas se limiter. C'est pas parce que, je sais pas, hein, l'activité physique ou l'exercice physique, c'est pas que pour les personnes valides. C'est pour les personnes à pathologie, c'est pour les personnes qui ont un déambulateur, c'est pour les personnes qui sont même alitées. Il faut juste adapter l'exercice en fonction de la personne. Toute personne sans contre-indication formelle du médecin peut faire de l'activité physique. Okay? Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez éventuellement des questions très rapidement? Non, c'est que tout a été super clair. Ben, je pense que c'est bon. Ah, il y a une petite question. Et juste avant de prendre la question, alors, ça ne va pas peut-être vous parler, mais il faut travailler les muscles antagonistes. C'est-à-dire que si je travaille mes abdos, je dois travailler mes dorsaux. Si je travaille mes biceps, je dois travailler mes triceps. Sinon, il y aura un déséquilibre quand on va à force travailler. Si je travaille 20 séries à droite, il faut que je travaille aussi 20 séries à gauche. Question. Oui, je voulais savoir combien de fois il faut refaire chaque exercice pour que ce soit efficace. Ok, j'ai compris la question. Alors, en général, il faut un minimum de 15 minutes. Et comme je le disais, il faut faire des séries. Donc, tu peux te donner une marge de progression. Par exemple, tu commences par 10 répétitions que tu fais 2 fois. Ou alors 15 répétitions que tu fais 3 fois. Tu écoutes ton corps. Et petit à petit, progressivement, tu augmentes, le nombre de séries et le nombre de répétitions. Et toujours laisser, alors par exemple, si vous commencez avec 1 minute 30 de repos entre chaque exercice, ce qui est déjà beaucoup, après vous diminuez, par exemple de 30 secondes ou de 15 secondes, afin que votre cardio puisse commencer à monter et que vous puissiez être plus endurant et plus efficace dans ce que vous faites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quelqu'un? Ah, c'était la même question. Oui? Oui, quand les vertèbres ne restent pas en place, ça a tendance à se désemboîter. Quels sont les mouvements qu'il faut faire pour consolider les vertèbres? Alors, les vertèbres en soi ne peuvent pas se consolider. Ce sont les muscles, les intervertébraux qu'il faudra consolider. Et à ce moment-là, il faudra voir avec ton coach, par exemple, ou ton médecin, ou ton kiné. L'ostéo, je ne sais pas trop s'il va donner des conseils, pour pouvoir quel type d'exercice qu'il faudra faire pour pouvoir consolider tout ce qui est juste à côté des vertèbres. Est-ce que j'ai été claire? C'est bon? Je ne vais pas être plus longue. Dernière question et après je redonne la parole à Michael. Je ne suis pas sûr si c'est toi qui dois répondre à cette question ou Michael. Mais c'est une question que j'avais pendant qu'il parlait, donc tout est mélangé, d'accord? Il a dit que voilà, il faut faire des exercices répétés, d'accord? Et je sais que plusieurs d'entre nous ici à Chauvel souffrent avec le canal carpien, d'accord? Et certaines personnes disent c'est parce que nous avons fait, peut-être je suis pianiste, c'est à cause du piano que je suis comme ça, certaines c'est à cause de l'ordinateur ou des exercices qu'ils font répéter. Donc, je veux savoir est-ce que c'est vrai et comment échapper à ce problème. Alors moi, c'est plus Michael ou le docteur qui pourront répondre. Moi, ce que je peux dire, juste en fonction de mes connaissances, effectivement, ce sont des gestes répétés. Et en général, même le fait d'être assis longtemps, alors canal carpien, c'est au niveau de la main, le fait d'être assis longtemps, sédentarité, en fait, il faut toujours avoir des mouvements pour pouvoir détendre. C'est-à-dire qu'on fait les choses de manière répétée ou on fait les choses de manière statique. Et en fait, il faut détendre. Par exemple, là, nous sommes assis.
j'aurais pu vous donner, allez, on se met debout. On se met rapidement debout et on fait un exercice pour pouvoir détendre tout ça. Allez, rapidement, rapidement, rapidement. Alors, on se met comme ça. On détend, on va sur les côtés. Ok. Ensuite, on va de l'autre côté. Ok. Ensuite, on va derrière. Je vous montre. Allez, on tire derrière. Ok. Et après, on se tourne un petit peu. On va chercher derrière et de l'autre côté aussi. Et voilà, on est détendu. Et je laisse la parole aux autres. Merci infiniment Cindy pour ces précieux conseils et merci pour la bouteille d'eau aussi. Donc, vous vous rendez compte l'intérêt qu'il puisse y avoir pour améliorer l'état de santé et de permettre aussi que nous puissions répondre à des exigences physiques. Dans l'exemple donné tout à l'heure, effectivement, dans ce contexte du canal carpien, ce sont certaines fois des gestes répétés. Mais il y a un problème au niveau canal carpien souvent qui est récurrent. Très souvent chez les femmes, vous savez, il y a un problème qui va créer un blocage. Je vais dire la chose de cette manière, un traumatisme. La cuisine. Quand vous vous retrouvez très souvent à cuisiner, vous avez la vapeur qui va sortir. Et très souvent, les personnes vont mettre la main dans cette vapeur et touiller, tourner. Cette vapeur est un élément qui va provoquer un traumatisme sur le temps au niveau circulatoire. Ou encore, un autre élément, on est dans ce chaud et on passe dans le congélo. On ouvre, on met la main, un choc. Vous allez voir très souvent, si vous réussissez à trouver l'astuce qui est très simple, lorsqu'il y a la vapeur d'eau, de laisser cette vapeur partir pour ensuite commencer à touiller. Dans le congélo, vous pouvez mettre des gants pour pouvoir prendre ce que vous avez à prendre, pour éviter ces traumatismes. Ainsi, on peut réduire très fortement les problèmes liés au niveau du canal carpien. Et c'est vrai, Cindy l'a dit, souvent on fait des mouvements qui sont des mouvements répétés, mais qui ne mobilisent pas le système. Donc, qui fait qu'on est quelque part statique. C'est comme une personne qui pourtant se dit « je fais des choses », mais qui fait le repassage, qui dit « ça va bouger », mais finalement, vous êtes dans un contexte sédentaire. Il n'y a pas vraiment de vrai mouvement qui se réalise. Et tout ça va créer une stagnation. Et sur le temps, qui va favoriser ainsi des problèmes, des vergetures et autres. Donc, vous vous imaginez, il faut qu'il y ait une mobilité. Il faut être mobile. Il faut qu'il y ait une différence entre le pianiste va être dans ce mouvement, mais après, il faut qu'il arrive à pouvoir se détendre. Une flexibilité. OK? Donc, ce sont des mouvements répétés, mais qui ne sont pas des mouvements de flexibilité. Et nous allons voir tout à l'heure. Dans ce que vous voyez ici, tout à l'heure, l'exemple donné par Cindy et que vous devez mettre en pratique révèle que lorsque le cerveau fait qu'on est assis ou qu'on est immobile ou qu'on ne fait pas d'exercice, vous allez voir ici sur cette image, la zone bleue verte, il n'y a rien. Mais lorsqu'on va bouger, se déplacer, faire de l'exercice, il va y avoir une modification au niveau neurologique et qui fait qu'il va y avoir justement ce qu'on parlait tout à l'heure, fibroblastique, on parlait tout à l'heure de l'endothélium. Donc, toute cette modification, mais qui va avoir lieu après un temps d'exercice, au moins de 20 minutes. En général, il est recommandé une demi-heure. D'où l'Organisation mondiale de la santé, d'où les sportifs vous invitent à au moins faire une demi-heure d'activité pour arriver à ce stade au niveau neurologique et que le corps puisse bénéficier d'un état de bien-être. L'exercice régulier n'est pas seulement un remède préventif ou un remède curatif, mais c'est aussi une manière de maintenir une bonne hygiène de vie et en vue d'une longévité. Dans le livre Conseils sur la santé, à la page 200, c'est une femme qui a écrit énormément, et notamment sur les réalités de la santé. Elle dit la chose suivante. Marcher dans tous les cas, c'est possible, mais c'est le meilleur exercice parce que dans la marche, tous les muscles sont en activité, sont en mouvement. Alors, il y a un acronyme qu'on peut prendre. FIT, fréquence, intensité,
temps, comme fitness. Et fit, c'est quoi? Premièrement, dans le F, c'est fréquence. Devrait être pratiqué 2 à 3 fois par semaine, mais de manière quotidienne. Donc ensuite, intensité. Il faut qu'il y ait de l'exercice, un moment monter un niveau, un degré, pour permettre à ce que votre cardio, votre activité cardiaque, puisse vous permettre de durer longtemps. Mes amis, une chose à savoir. Bon nombre de personnes qui passent dans le contexte des pathologies, des chirurgies, ont fait rapidement la première, levée, qui veut donc dire post-opératoire, il faut que la personne puisse bouger. C'est un élément très important pour le corps. Mais il faut savoir, dans le contexte de certaines personnes, notamment qui passent dans des chirurgies très lourdes, on reprend l'activité physique naturellement sous présence de professionnels, des fois presque même pas 2 semaines après chirurgie. Et les individus vont souvent dire, c'est dur, je pense que mon cœur allait s'arrêter. Et vous savez, et c'est là qu'on se rend compte, j'ai un exemple pratique d'une collègue qui a été opérée d'un poumon, et après 2 semaines d'intervention, activité physique. Et elle disait qu'elle sentait qu'elle allait s'étouffer. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis des années que ça se passe dans cette unité de soins, et comme dans bon nombre, pour mon projet étouffé. On a le sentiment qu'on manque d'air. Mais au contraire, il faut recréer tous ces éléments, systèmes cellulaires, pour permettre au corps de se réadapter sur le changement. Ensuite, le temps. Le temps est un élément aussi important. On préconise 20 minutes, soit d'aérobic ou de marche, et 20 minutes de renforcement musculaire, et 10 minutes ensuite, hyper important, dont trop souvent qu'on néglige, c'est la flexibilité, et c'est aussi l'étirement. Puisque le muscle a souffert, il faut qu'il puisse, à un moment donné, arriver à se détendre pour qu'il puisse reprendre son activité. L'étude de l'université de Harvard a prouvé que le sport réduit le risque de développer plusieurs types de pathologies, notamment le diabète. On sait qu'aujourd'hui, que l'exercice physique permet aussi de réduire les problèmes liés au diabète, réduire les problèmes au niveau cardiovasculaire. Nous le savons aujourd'hui, mais nous devons le pratiquer. Avant de terminer, nous devons incorporer ces éléments dans notre tête. Le numéro 1, c'est commencer petit à petit, mais il faut commencer. Deuxième élément, deuxième étape, c'est se fixer des objectifs réalistes. Troisième étape, trouver une activité que vous aimez, que vous appréciez, autre que de manger. Quatrième étape, trouver aussi une activité, c'est-à-dire qui va créer chez nous une habitude. Et nous allons prendre du plaisir dans cette habitude. Et ensuite, naturellement, ce sera d'être des personnes qui s'engageront dans ce nouveau changement. Toujours dans cette notion de rôle de l'exercice de l'activité. Premièrement, c'est de pouvoir monter un niveau d'énergie. Comme tout à l'heure, on a pu le voir dans le fit, dans la fréquence. Deuxièmement, ça va avoir une meilleure répercussion sur notre état de santé, qualité de sommeil. Ensuite, la santé aussi va venir au niveau de l'os. Renforcé. Trop souvent, des personnes vont se retrouver à faire des fractures parce que tout simplement, il y a un manque d'exercice, il y a un manque de mobilité. Quatrièmement, va permettre aussi de gérer le stress. Trop de personnes aujourd'hui, et je pense que Moïse en parlera, trop de personnes sont soumises au stress. Trop de personnes sont anxieuses pour un tout, pour un rien, un bruit. Et quand on prend l'activité cardiaque, on va se rendre compte que le cœur est déjà monté à 17, 18 de tension. Pourquoi? Juste un bruit. Et naturellement, créer des interactions sociales. La pyramide aussi d'activité physique nous permet de prendre conscience que nous devons être dans une demi-heure au moins d'activité, légère ou de manière moyenne. Et naturellement, deuxième étape peut être l'endurance, 2-3 fois par semaine. Mais ce que vous devez prendre conscience, le but n'est pas de devenir les plus grands sportifs, mais d'avoir une activité physique conséquente. Dans cette pyramide, on va se rendre compte qu'il y a l'activité légère, c'est ce qu'on fait tous les jours, on va bouger, sortir, mais vous n'êtes pas encore dans de l'activité, dans de l'exercice. Vous marchez. C'est bien.
Mais il faut passer une deuxième étape qui est de l'activité modérée de 30 minutes. Et si vous pouvez aller encore plus loin, et c'est la chose qui est préconisée, mais au moins c'est 30 minutes d'activité différente que lorsque vous vous retrouvez, par exemple, à aller faire une marche promenade, c'est gentil, hein? C'est mignon. Ah, j'aime les fleurs. Ah, t'entends les bruits des oiseaux. Oh, cri, 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 cri. Ça, c'est gentil. Mais vous n'êtes pas encore dans cette activité nécessaire pour permettre au corps de se régénérer. L'activité, c'est de l'activité. Il y a différentes personnes qui utilisent différents moyens, qui ont leur radio, comme vous voulez. Mais il y a une étude qui est en train de sortir pour dire que certaines fois, on doit couper court avec certains éléments qui nous rappellent notre quotidien, à savoir pas d'éléments auditifs. Parce qu'il y a un danger certaines fois. Vous pouvez faire des accidents. Sans vous rendre compte, vous êtes complètement happé par cette musique ou encore parce que vous écoutez, et là, il peut y avoir des accidents. Donc, il faut réfléchir que nous devons adapter notre manière de faire, notre style de vie. Mais l'exercice, effectivement, l'exercice régulier nous aide à mieux vivre, à changer de mentalité, de comportement, d'augmenter notre espérance de vie. Mais nous avons aussi un exercice important, c'est l'exercice de la foi. L'exercice de la foi, c'est quoi? Cet exercice, c'est vrai, c'est bon pour le corps et le cerveau. Mais nous savons aussi qu'il y a eu une étude canadienne dans la prière sans la foi. Cette recherche canadienne a prouvé quoi? A donné deux types d'individus. Des individus qui étaient des croyants et dont on leur demandait de prier. Mais de faire une prière sans y mettre réellement la foi. Mais en fait, quand ils se sont rendus compte que ces individus qui étaient croyants priaient en ne voulant pas qu'ils mettent la foi, c'était impossible quand ce sont des croyants. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On les a invités à ne rien faire. Et d'autres individus qui ne croyaient pas, qui n'avaient pas de croyance particulière, on les a invités à prier. Ils ont pu se rendre compte qu'il y a eu une modification aussi par la prière, et pourtant sans foi. Et lorsqu'on a pris les individus qui croyaient, avec leur foi, on a vu une différence énorme au niveau structurel neurologique. Ça veut dire quoi? Que la prière de la foi, c'est le véritable exercice. C'est une activité qui est stimulante, qui va détoxifier et désenflammer toute atteinte physico-chimique au niveau mental. Et on a pu se rendre compte qu'il y a une amélioration nette qui est faite quand les individus sont dans un contexte de prière et de foi qui transforme leur état de santé dans une amélioration. Et cela stimule aussi également la libération de protéines qui maintiennent les cellules du cerveau en bonne santé et vont aider à développer de nouvelles cellules. On a pu le voir tout à l'heure. Les recherches ont montré aussi que l'exercice peut faire croître les zones de votre cerveau qui contrôlent de manière la pensée et la mémoire. L'exercice physique aussi permet d'éviter l'atrophie, c'est-à-dire le rétrécissement du cerveau par la prière de la foi. Il va aussi aider à mieux réfléchir, à retenir ce que vous étudiez. La prière, véritable exercice de la foi, nous met en connexion directe avec le ciel. Dans le Psaume 31, 16, il est dit « Mes destinées sont dans ta main ». Et cela permet à l'individu de sortir dans son quotidien, dans sa solitude, dans sa souffrance, parce qu'il y a une puissance supérieure. L'exercice aussi de la foi nous lie avec le ciel. C'est l'endorphine d'une amitié étroite avec Dieu. Et cette endorphine est agréable. En fait, dans le livre des Proverbes, il est dit « Mon fils, n'oublie pas l'enseignement, c'est-à-dire l'éducation que je t'ai donnée et que ton cœur, qui peut être pas le côté, on va dire, cardiaque, mais le côté neurologique, retient mes préceptes. Car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée et t'assureront, crois-le, cette endorphine que nous allons créer. Notre relation aussi avec cette puissance supérieure ou une autorité divine doit être aussi étroite que celle de l'enfant dans le ventre de sa mère.
une relation, une connexion. Le psaume 71:6 dit, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. La confiance. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes, c'est-à-dire de mon bonheur, de mon bien-être. La confiance en Dieu, c'est une véritable dopamine. Yes. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du désir. C'est elle qui donne l'envie d'agir, de créer, d'aimer, d'entrer en relation, d'aller plus loin. Cette hormone provoque une forte stimulation. C'est ce que notre cerveau va rechercher. Un état de bien-être, de bonheur, de plaisir, de jouissance. Il faut le dire. Et cette situation, c'est la gratitude. Il nous faut développer justement cette gratitude, cette compassion, cette relation qui va aider à maintenir notre équilibre relationnel et mental. Cette gratitude, c'est la confiance, c'est la cessation de toute activité mentale nuisible. C'est le mécanisme le plus efficace que le corps humain utilise pour la confiance quotidienne, c'est se décharger de tout fardeau. Dans le Pierre 5,7, il dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Déchargez-vous, enlevez, ôtez, déposez. C'est aussi faire confiance à Dieu, c'est semblable à un atelier de réparation. Ça veut dire quoi? Dans l'atelier de réparation, quand il y a un souci, le mécano va venir et va rechercher quel est le problème. Soit qu'il change la pièce, soit qu'il répare ou qu'il réadapte. C'est ce qui se passe dans notre vie. Nous avons besoin aussi de réparation. L'esprit répare les tissus endommagés et de nouvelles cellules vont se développer. L'exercice, c'est la foi véritable. C'est cette dopamine qui nous pousse au changement. Mon changement de quoi? Exercer la bonté. Nous devons exercer entre nous de la bonté, avoir de la compassion envers les autres, vivre dans une société certainement souffrance, violence, mais déclarer une autre manière de voir l'autre, de développer des relations avec l'autre. C'est cette endorphine qui nous est donnée. Ensuite, c'est s'engager aussi, être prêt de sortir, de pouvoir donner à l'autre, de se donner. C'est dépasser aussi nos peurs. L'adrénaline nous le permet. Cette hormone va nous permettre d'aller plus loin et vaincre notre stress, vaincre la crainte, l'anxiété. Développer aussi la confiance. La dopamine nous permet, par ce plaisir, cette jouissance qu'il va y avoir en sachant que nous devons renouveler tout cela. Changer d'habitude, c'est l'exercice pour la vie. En fait, l'activité physique, c'est un bon médicament, mesdames et messieurs. Oui, c'est la meilleure prescription médicale. Il est dit dans le Conseil pour la santé, autant que possible, marcher en plein air, être dans un lieu, vous allez inspirer, expirer du bon oxygène qui va permettre à vos neurones de se tonifier. Une marche, il a été donné dans ce qu'ils en conseillent même en hiver, mais une marche serait plus bénéfique pour la santé que tous les médicaments que pourraient prescrire les médecins. Pourraient être bénéfiques. Naturellement, si vous êtes sous traitement, n'arrêtez pas vos médicaments. Ce n'est pas ce qui est dit ici. Mais cela va aider à accompagner, à améliorer une meilleure état de santé. En conclusion, nos choix quotidiens ont un impact sur la durée de notre vie et sur le niveau de santé physique, mentale, spirituelle et sociale. Nos choix quotidiens ont un impact sur la sécrétion de nos hormones, l'endorphine, la dopamine, l'adrénaline, la cortisolémie. Et j'en passe, influe donc sur la manière de se mobiliser, donc de vieillir. Alors, bougez, bougez, bougez. L'exercice physique, c'est la meilleure prescription médicale. Bonne soirée. Je vous invite à vous tenir debout pour entendre notre chanter.
Tu es une créature merveilleuse. De Dieu, l'œuvre la plus prodigieuse. Tu es le parfait reflet de son amour infini, merveilleux. Et si le monde ne reconnaît pas le chef-d'œuvre de celui qui vit en toi, laisse à ce refrain te rappeler que tu es une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. De Dieu, l'œuvre la plus prodigieuse. Je l'ai parfait reflet de son amour infini, merveilleux. Et si le monde ne reconnaît pas le chef-d'œuvre de celui qui vit en moi, je laisse à ce refrain me rappeler que je suis une créature merveilleuse. Père, je te loue, car je suis ton enfant, une créature merveilleuse. Nous allons prier ensemble. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous avoir accompagnés. Et ce message est un message d'espérance, est un message de santé, est un message pour recouvrer la vie, pour qu'il y ait dans nos tissus, dans nos muscles, dans notre cerveau, cette nouvelle disposition de recourir à l'exercice. Cet exercice est nécessaire, car il va nous permettre de changer de style de vie et de réparer bien des manquements et des défauts. Mais c'est le moyen aussi de nous aider à comprendre qu'il y a dans notre vie aussi de l'exercice dans la foi. Et que cette foi nous pousse au changement, à de nouvelles habitudes. Que tu nous gardes, que tu nous guides, et que nous nous retrouvons ici demain soir pour partager encore des temps forts. Nous t'avons prié au nom de celui qui change, au nom de celui qui répare, son nom est Jésus-Christ.